Bonjour à toutes et tous, c'est Maureen. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agira du book haul du mois d'octobre. Alors nous sommes le 25, je fais cette vidéo un petit peu tôt cette fois puisqu'en fin de semaine prochaine je pars en vacances, en tout cas un court séjour à la campagne. Je n'aurai ni les livres ni le matériel pour tourner. Donc je préfère le faire un petit peu en avance plutôt que tard puisqu'ensuite ça repousserait la vidéo aux alentours au moins du 10 novembre. Donc j'ai préféré faire cette vidéo un petit peu en avance, même si il risque d'y avoir d'autres livres qui vont arriver chez moi la semaine prochaine. C'est pas plus mal puisque comme ça, pour une fois, le book haul n'est pas trop conséquent puisqu'il n'y a que 11 livres qui sont entrés dans ma bibliothèque au mois d'octobre. J'ai été plutôt raisonnable, je suis plutôt contente de moi. Alors j'ai reçu un seul service presse grâce à la dernière opération Masse Critique de Babelio qui mettait en avant la littérature jeunesse. J'ai reçu le premier tome d'une saison chez les sorcières qui s'appelle Automne, c'est de Anaïs Goldenberg et c'est aux éditions du Lumignon. Une maison d'édition que je découvre grâce à cette opération Masse Critique et je pense que je vais aller voir un petit peu leur catalogue, je vais aller fouiller dans leur publication puisque j'ai adoré ce livre. Je l'ai reçu il y a 2 ou 3 jours et je l'ai dévoré hier. Alors c'est assez court, ça fait une 60aine de pages, on peut pas vraiment parler d'album, c'est plutôt un beau livre illustré. Et vraiment, j'ai trouvé ça aussi bon dans le texte que dans la forme. On parle de sorcières dans une petite forêt. En gros, ça m'a fait penser aux 3 fées dans le dessin animé de Disney, La Belle au Bois dormant. Vous savez, ces 3 petites bonnes femmes, toutes colorées, qui se chamaillent tout le temps, qui ont des chapeaux pointus. Là, c'est pareil, sauf qu'on parle de 25 sorcières qui vivent dans une maison un peu tarabiscotée. C'est un assemblement de plein de codes architecturaux différents, on va dire ça comme ça, au cœur de la forêt. Et donc ces sorcières vont se retrouver confrontées à une malédiction, les arbres commencent à mourir, il y a une tempête qui s'abat sur leur maison, bref, quelqu'un leur en veut et elles vont devoir combattre ce mal. C'est découpé en 4 chapitres, je pense que c'est un texte qui peut vraiment plaire aux enfants, aux plus jeunes, soit pour la lecture du soir, soit pour une première lecture. Et en plus, les illustrations sont vraiment magnifiques. Je vous montre ça, j'espère que vous ne voyez pas trop mal. Alors vous avez des illustrations en pleine page comme ça, également sur double page. Et vous avez aussi des petits crayonnés à chaque en tête de chapitre. Voilà, ou dans les coins. J'ai vu que le 2e tome dédié à l'hiver était sorti, je pense que je vais l'acheter très rapidement. Le mois dernier, Vision Livre a mis en place un rendez-vous qui s'appelle Un mois, une maison, un achat et qui vise à mettre en avant les petites maisons d'édition francophones. Le mois dernier, ce sont les éditions Durier qui ont été mises en avant. Et là, au mois d'octobre, ce sont les éditions du Petit Caveau, une maison d'édition française qui est surtout consacrée au mythe du vampire sous toutes ses formes. Alors j'ai profité de ce rendez-vous, de ce petit défi pour commander sur la boutique des éditions du Petit Caveau. Je vous mets le lien en description de la vidéo et je vous invite à le faire à votre tour. Vous avez jusqu'au 31 octobre, il y a pas mal de promos sur la boutique. Lors de ma commande, j'ai pris 2 livres, dont un qui était en promotion. Il s'agit du 3e tome du cycle des âmes déchues de Stéphane Soutoul, 3e tome qui s'appelle Cœur de ténèbres. Donc ça parle de vampires, mais plutôt du vampire à la mode 19e siècle, et ce que j'avais beaucoup aimé dans les 2 premiers tomes, c'est surtout la plume de Stéphane Soutoul qui a une plume vraiment très raffinée. Donc si vous avez envie de replonger dans le mythe du vampire, mais vraiment le mythe originel, avec une plume travaillée, vraiment très 19e, n'hésitez pas. Allez-y, foncez sur cette trilogie qui est en promotion en plus jusqu'au 31 octobre. Le 2e titre que j'ai pris lors de ma commande aux éditions du Petit Caveau, c'est Belladonna de Cécile Guillot. Alors il s'agit d'un recueil de nouvelles, a priori j'en ai déjà lu quelques-unes dans d'autres recueils, mais certaines autres sont inédites et comme je fais la collection entre guillemets de tous les titres de Cécile Guillot que j'aime beaucoup, et en plus cette couverture est magnifique, j'ai pas pu m'empêcher de le commander. Alors là on va parler de femmes, de belles dames, de leur venin tantôt hypnotique, tantôt mortel.
je pense que ça devrait me plaire. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, il y a une petite librairie dans le 1er arrondissement, pas très loin de la place des terreaux, vraiment une toute petite librairie, mais pleine de trésors. Elle s'appelle Temps Libre. Si vous voulez, le gérant a une page Facebook, je vous mettrai le lien en description, et il annonce à chaque fois qu'il a des nouveautés ce qu'il reçoit, et il met les prix. Alors, je suis abonnée à la page, et donc je vois régulièrement les nouveautés de la boutique. Et là j'ai vu une nouveauté, enfin plutôt 2 nouveautés puisqu'il s'agit de 2 tomes. Je ne pouvais pas passer à côté, puisque je cherche le premier tome depuis des années en occasion. Et là, enfin, je l'ai trouvé. Pas cher en plus, et en excellent état, donc je suis super contente. Il s'agit de Métro 2033 de Dmitri Glukovski, aux éditions de l'Atalante. Vous voyez, c'est une vraie brique. Il s'agit plutôt d'un roman de science-fiction, ça se passe en 2033 en Russie. En fait, il y a une guerre qui a décimé la planète, la surface est inhabitable et donc les habitants se réfugient dans les métros de Moscou. Et en fait, il y a tout un microcosme qui va se mettre en place dans le métro, toute une société avec ses règles. Et à la surface, en plus de tout ça, il y a dorénavant des monstruosités mutantes qui sévissent. Donc j'imagine qu'on va avoir en plus du côté science-fiction, le côté aussi un petit peu horreur, le côté effrayant. Et on me l'a conseillé, des lecteurs très exigeants me l'ont conseillé en me disant que c'était super bien. Donc j'ai vraiment hâte de m'y plonger et j'espère que je vais aussi beaucoup aimer. Deuxième tome était avec, il s'appelle Métro 2034, toujours chez l'Atalante, toujours de Dmitri Glukovski. Je ne lis pas le résumé parce que j'ai pas envie de me faire spoiler sur le premier, mais je suis super contente d'avoir eu les deux. Tous les ans, le premier samedi d'octobre, il y a une brocante qui s'appelle la brocante Chevreul à Lyon. C'est une brocante dans laquelle j'ai très souvent fait de magnifiques trouvailles. Malheureusement, ça fait 2 ans que je travaille ce samedi-là. C'est le premier samedi d'ouverture de la bibliothèque et ça fait 2 ans que ça tombe sur moi. Donc je ne peux pas y faire un tour. Et puis là en plus cette année, l'après-midi, il y a eu un temps épouvantable. À 13h, tout le monde repliait bagages, donc sans regret. Mais le matin, je suis partie un petit peu plus tôt et j'ai traversé la brocante avant d'arriver à la bibliothèque. Et je n'ai fait qu'un seul achat, j'ai pas trouvé grand chose, enfin j'ai pas fouillé, j'avais pas le temps, mais je regardais juste les stands et il y en a un seul qui proposait des livres bien installés, ce qui, en un clin d'œil on peut voir ce qu'il y a. Et j'ai trouvé un album que je trouvais très joli, enfin qui m'a attiré l'œil. Il s'agit de Violette dans le noir de Hubert Ben Kemoun et illustré par Peggy Nile aux éditions Nathan. Je connais déjà l'illustratrice puisque j'ai lu 2 de ses albums qui sont des cherche et trouve. Je ne sais plus comment s'appelle cette petite fille qui cherche soit autour du monde son chat, soit dans Paris. En fait c'est un petit peu comme Où est Charlie, vous cherchez des objets dans les doubles pages. J'avais beaucoup aimé ses ouvrages, non seulement pour le côté ludique mais aussi et surtout pour les illustrations. Donc là quand j'ai vu le nom de l'illustratrice, je me suis dit que ça devrait me plaire. Je connais pas du tout l'auteur, mais ça sera l'occasion de justement de faire une découverte. On va suivre une petite fille qui a peur du noir et qui n'arrive pas à s'endormir. Et au fil des pages, apparemment, le noir va se parer de magnifiques couleurs. Les illustrations ont l'air sympas. C'est le tome 5 du manoir qui s'appelle Lou et l'île maudite. C'est toujours de Evelyne Brizou-Pellen et c'est aux éditions Bayard Jeunesse. Alors souvenez-vous, le premier tome, ça avait été un énorme coup de cœur. D'ailleurs, sur l'ancienne plateforme du blog, c'était la chronique qui avait été la plus lue, enfin en tout cas la plus visitée. Ça dépassait les 1500 vues, un truc de folie. Alors je pense que ça a été un premier tome qui a été étudié au collège. Donc forcément tous les petits collégiens arrivaient sur ma chronique. Comme le titre l'indique, on se retrouve dans un manoir. Alors je peux pas trop vous en parler sinon je vous spoil et je vous gâche toute la surprise. Dans le premier tome on découvrait un jeune adolescent qui s'appelle Liam et qui arrive dans ce manoir. Il ne sait pas pourquoi il est là, il ne sait pas ce que c'est que ce manoir. Mais en fait il y a des gens très bizarres qui se baladent. A priori dans tous les tomes en fait on va suivre plus en détail un autre personnage, un membre de l'entourage de Liam. C'est assez jeunesse et en même temps je trouve que c'est très divertissant pour les adultes, en tout cas c'est très bien pensé, très bien écrit. Vraiment c'est une saga que je ne peux que vous conseiller. Régulièrement à la bibliothèque on donne ou on jette les livres qu'on ne veut plus.
parce qu'ils sont abîmés, parce qu'ils sont obsolètes, etc. Donc en étant personnel, l'avantage c'est qu'on peut se servir avant les étudiants. Et donc j'ai pris un livre cette fois-ci, il s'agit des Laits de Marie de France. L'édition d'art, et c'est transposé en français moderne par Paul Truffaut. Voilà, donc évidemment c'est de la littérature médiévale, donc c'est un style très particulier. J'en avais étudié quelques-uns en littérature médiévale justement pendant ma licence de lettres modernes, mais je n'avais pas l'œuvre complète chez moi, donc je trouvais que c'était la bonne occasion de l'obtenir. Et en plus c'est une édition qui est assez sympathique, qui est même pas coupée en fait, elle n'a jamais été lue, les pages sont pas coupées ni en longueur ni en hauteur. Voilà, donc je vais m'amuser à découper quand je voudrais lire. J'en arrive enfin aux deux, en fait 3, mais vous allez voir pourquoi, magnifiques livres que j'ai achetés au mois d'octobre. Alors le deuxième je ne l'ai pas vraiment acheté au mois d'octobre, mais je vous expliquerai pourquoi après. Le premier, en fait, il est sorti en français avant-hier, je crois. On n'arrête pas de le voir partout sur la blogosphère. Moi, je l'ai reçu au milieu du mois d'octobre, il y a une dizaine de jours, puisque je l'ai commandé en anglais. Je ne vous fais pas languir plus longtemps. Il s'agit de l'édition illustrée du premier tome de Harry Potter. C'est illustré par Jim Kay. Et moi j'ai pris l'édition Bloomsbury. En français c'est chez Gallimard comme d'habitude. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai acheté cette édition alors que je l'ai déjà en français chez Gallimard en grand format, en anglais chez Bloomsbury en édition poche adulte et l'adaptation au cinéma en DVD. Harry Potter. Harry Potter, c'est vraiment la saga dont je ne me lasse pas et qui me fait toujours rêver. Alors je ne vous fais pas languir, je vous montre les illustrations qui sont magnifiques. Je ne vais pas vous montrer tout le livre. Sachez que le texte est en intégrale et qu'il y a des illustrations quasiment partout, et quand il n'y en a pas beaucoup, c'est quand même très beau puisqu'il y a des effets sur les pages. Bref, c'est un livre que je suis très heureuse d'avoir dans ma bibliothèque et je le conseille à tous les fans. J'ai relu le premier tome en anglais il n'y a pas très longtemps, mais je pense que là je vais encore le relire juste pour pouvoir profiter des illustrations en même temps que du texte. Il y a quelques mois, les éditions Les Moutons Électriques lançaient un appel à participation des futurs lecteurs puisqu'ils avaient pour projet de rééditer leur encyclopédie de la fantaisie et du merveilleux qui avait eu un énorme succès plusieurs années auparavant et elle était épuisée. Alors ils lançaient un appel aux lecteurs et j'ai participé à ce crowdfunding. Je ne sais plus combien j'ai mis d'argent, mais une cinquantaine d'euros je crois. Et en début du mois d'octobre, l'encyclopédie est arrivée avec tous les petits bonus qu'il y avait autour, puisque selon la hauteur à laquelle vous participiez, vous avez des cadeaux différents. Donc moi j'ai quand même été pas mal gâtée. En fait le truc a tellement bien marché, je crois que au départ il s'attendait à avoir 8 000 ou 10 000 euros, un truc comme ça. Et je crois qu'on a dépassé les 40 000 tellement les gens ont participé. Et donc il y a eu tellement de moyens qu'il y a au moins 200 pages qui ont été rajoutées à l'encyclopédie au final. Elle devait être souple, finalement elle a été cartonnée, papier glacé, il y a un boîtier. Voilà, donc ça a été un tel engouement qu'au final on se retrouve avec un livre qui est absolument magnifique, que je vais vous présenter assez rapidement aujourd'hui, mais que j'espère bien avoir le temps de feuilleter plus en détail dans les semaines qui viennent pour pouvoir vous faire un vrai article détaillé sur le blog et une vraie vidéo individuelle sur ce bel objet aussi intéressant dans le fond que beau dans la forme. Alors c'est lourd, ça va être un peu compliqué, en plus j'ai un peu une tendinite du bras à force de porter des livres lourds au boulot, donc je vais pas le porter très longtemps. Donc voilà, ça c'est le boîtier. Hop, je le sors vite de l'emballage. Voilà, ça se présente comme ça, c'est très lourd. Un énorme pavé qui fait 59 € si vous le voulez pour Noël. Je vais enlever la jaquette pour vous montrer dessous comment c'est. Et en plus ça sera plus pratique pour moi. Donc
Donc voilà, sans la jaquette, il est comme ça. Donc c'est aussi un très beau livre. C'est une encyclopédie qui est illustrée et vous avez des illustrations magnifiques en couleur un peu partout. Qui dit encyclopédie dit classement un peu particulier. Au départ, on va commencer par l'origine de la fantaisie et du merveilleux. Donc on va revenir sur les prémices. Alors on va nous parler de l'Antiquité, des mythes. Je vous montre quelques chapitres, mais pas trop parce que, comme je vous le dis, c'est très lourd. Ensuite, évidemment, on va partir du côté de la matière de Bretagne, la légende arthurienne, avec les fées, puisque le merveilleux, ça commence un petit peu avec les fées. Viviane, Mélusine, Morgane. Et puis, on va continuer, on va avancer dans le temps. On va aller jusqu'aux pré-raphaélites. Ceux qui me connaissent un peu savent que les pré-raphaélites, c'est vraiment les artistes que je préfère. Donc les pré-raphaélites, là on dit c'est le berceau de la fantaisie. C'était qui? C'était des peintres, des artistes anglais du 19e siècle. La confrérie de base, c'est plutôt Rossetti, qui est assez connu pour ses portraits qui sont assez masculins. Alors il est tout petit, je sais pas si vous allez voir, mais là en bas, voilà. En fait les pré-raphaélites peignaient surtout sur des thèmes qu'ils avaient en commun. Donc les mythes de l'Antiquité, la littérature anglaise, Shakespeare, etc. Et donc il y avait un côté assez magique, assez mystique derrière ces tableaux. Après cette mise en bouche, on va partir du côté des auteurs qui justement ont écrit de la fantaisie, du merveilleux. Donc c'est par ordre chronologique. Il y a plein d'auteurs que je connais pas, ce qui me permettra de faire pas mal de découvertes. Il y a aussi des auteurs très connus comme Roger Zelazny, David Eddings, Michael Moorcock, Pierre Dubois pour les Français évidemment, Terry Pratchett, on a Tolkien évidemment. Je vais pas tous vous les citer, mais on passe un petit peu auprès de tous. Là, je suis tombée sur Neil Gaiman, que je vous montre aussi. Bref, ça fait plus de 600 pages. C'est une mine d'informations. C'est a priori très bien fait. Je peux pas vous en parler plus que ça pour le moment, puisque je n'ai fait que feuilleter, que profiter des illustrations. Je me suis pas vraiment plongée dedans encore, mais j'espère bien pouvoir le faire très vite. En tout cas, c'est un beau livre qui, je pense, mérite d'être dans les bibliothèques des femmes de fantaisie et merveilleux. Et j'ai également reçu le 4e tome du Dico féerique qui s'appelle le Dico des créatures oubliées. C'est dirigé par André-François Ruot. C'est toujours aux moutons électriques. C'est sous la forme d'un dictionnaire avec les entrées par ordre alphabétique. Il y a pas mal d'illustrations en noir et blanc, style gravure. Donc là aussi, c'est très joli. Et voilà, on parle de plein de créatures oubliées. Là je tombe sur les kelpies, plein de choses que je ne connais absolument pas. Comme vous avez pu le voir, c'est un book haul qui est moins conséquent que les 3 ou 4 derniers mois, ce qui n'est pas plus mal. Mais par contre j'ai quand même dans celui-ci des livres absolument magnifiques qui en valent bien un 5 ou 6 à eux seuls. Dites-moi si vous avez lu certains de ces livres-là, si certains vous font envie, n'hésitez pas. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez. N'hésitez pas également à mettre des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit, c'est rapide et c'est vachement motivant pour la suite. Aux personnes qui mettent des pouces rouges, j'aimerais bien savoir pourquoi. Vous avez parfaitement le droit, il n'y a pas de souci de ne pas aimer, mais si à côté il pouvait y avoir un petit commentaire qui explique pourquoi, ça pourrait être constructif et ça pourrait me permettre de m'améliorer. En plus, on peut voir grâce aux statistiques de YouTube que, et ça me surprend énormément, que en fait les pouces rouges, il n'y en a pas énormément mais il y en a quelques-uns, sont donnés par des abonnés à la chaîne. Donc je ne comprends pas si les vidéos ne vous plaisent pas, déjà pourquoi vous les regardez et pourquoi vous êtes abonné. Ça me paraît absolument étrange. Et si jamais une vidéo vous déçoit par rapport aux autres, allez-y, dites-moi pourquoi, envoyez-moi un message privé si vous voulez pas le mettre en commentaire, mais dites-moi ce qui vous déplaît dans ces vidéos.
Ou alors c'est peut-être juste pour le plaisir de mettre un pouce rouge. Alors le rouge c'est joli, mais je préfère quand même le bleu, c'est plus sympa. Je vous remercie pour votre présence et votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux. On a passé la barre des 1800 abonnés, ce qui est génial. Je pense que quand on arrivera à la barre des 2000, j'essaierai d'organiser un petit concours pour vous remercier. Bon, j'ai le temps de voir venir parce que ça grimpe vraiment très doucement. Mais bon, je vais commencer à y réfléchir. En tout cas, la page Facebook approche aussi des 2500 abonnés. Donc c'est super, merci, merci, merci. Je crois qu'il manque plus que 3 personnes. Là aussi je pense que j'organiserai un petit truc dès que j'aurai l'occasion, a priori très bientôt. Et puis j'en profite pour vous dire que le blog fêtera ses 10 ans le 4 juin prochain. Donc là j'essaierai également de mettre en place un truc assez énorme pour vous remercier. Énorme, je sais pas en fait, j'essaierai de faire un truc plutôt pas mal, en tout cas pour marquer le coup, puisque 10 ans sur la blogosphère ce n'est pas rien, je m'accroche et j'espère que ça vous plaît toujours autant. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end, une très bonne nouvelle semaine, de très belles lectures et j'espère à très bientôt en vidéo. Salut!